énorme lecteur, quoi. Donc, oui, le prix Nobel est un prix contestable, mais Maurice Allais était un penseur économique qui compte. Et Maurice Allais défendait l'indexation en disant l'inflation vole les gens et il y a un mécanisme qui compense, qui réduit ce vol, qui est l'indexation. Il a un petit bouquin intéressant qui s'appelle Pour l'indexation. Donc première remarque, pour ceux qui vous diront, ceux qui défendent, ceux qui contestent la mission de la Banque centrale de lutte unique contre l'inflation sont des populistes qui veulent nous remettre en place un système de l'eau, vous savez, ou bien des assignats, enfin d'hyperinflation parce qu'on crée trop de monnaie. C'est pas vrai, c'est pas du tout ça. Il s'agit d'un peu d'inflation et de l'indexation. Il ne s'agit pas du tout d'en créer trop. Mais alors, deuxième chose, ce que les gens ne savent pas, et que je répète dans les conférences, c'est vraiment important, appuyé par quelques bouquins, mais j'amène toujours celui-là qui est plus clair que les autres, qui s'appelle Le fabuleux destin de la courbe de Phillips, un petit bouquin d'un auteur au nom vietnamien, qui s'appelle Ngoc, N-G-O-C, qui est très clair et qui montre bien que en économie, il y a des controverses, mais il y a quelque chose qui paraît assez clair, c'est qu'il y a un choix de société à faire entre chômage et inflation. C'est-à-dire que si vous battez contre l'inflation, vous allez le payer en chômage. Et si vous battez contre le chômage, vous allez le payer en inflation. C'est à double curseur. Il faut choisir. Alors vous pouvez choisir entre les deux. Mais si vous décidez de vous battre contre l'inflation, vous allez le payer en chômage. Tous les banquiers du monde savent ça. Le chômage des plus fragiles. Et qui a intérêt, alors bon, le chômage, mais qui a intérêt à ce qu'il y ait vraiment peu d'inflation? C'est ceux qui ont beaucoup de liquide, ceux qui ont beaucoup d'argent liquide. Alors ceux-là, effectivement, qui y vaut de moins en moins. Mais c'est pas beaucoup de gens, ça. Hein. C'est des gens influents, mais c'est pas beaucoup de gens. C'est pas l'intérêt général, c'est pas vous et moi. Surtout en période, si on a de l'indexation, on n'a pas à en faire une priorité. Alors ce qui s'est passé depuis les années 80, c'est que les rentiers ont obtenu des hommes politiques le choix de société qui consiste à faire de la lutte contre l'inflation une priorité, et tant mieux s'il y a du chômage. Ou tant pis s'il y a du chômage. Et même tant mieux. Tant mieux, oui. Parce que, comme vous savez sûrement, si vous faites de la politique, c'est une vieille règle connue, quoi. Hein. Quand il y a du chômage, les gens sont dociles et ils acceptent des bas salaires parce qu'ils savent que dehors, ils ne sont pas sûrs de retrouver du boulot. Donc c'est facile, j'insiste pas là-dessus. Les riches, les plus puissants ont intérêt à ce qu'il y ait du chômage. Pas trop de chômage pour qu'on achète quand même leurs produits, mais beaucoup de chômage pour qu'on soit muselé. Et le taux de chômage dont les riches ont besoin est variable suivant les pays. Alors, est-ce que je suis un affreux complotiste, un paranoïaque? Non. C'est très officiel ce que je vous dis. Il y a pour chaque pays les économistes, entre guillemets. C'était pas bien que tu me traites d'économiste, j'ai pris ça comme une insulte presque. Pas presque, j'ai pris ça mais c'était involontaire, donc c'est pas grave. Je suis pas un économiste. Les économistes, non, il y a des économistes bien, il y en a quelques-uns comme Frédéric Lordon, des gens bien, mais il n'y en a pas beaucoup, quoi. Il y a des économistes qui fixent, pour tous les pays du monde, un taux de chômage minimum. Ne pas descendre en dessous de ce seuil, s'il vous plaît, disent-ils au gouvernement, pour ne pas avoir d'inflation. Ce taux s'appelle le NAIRU. Alors, je vous conseille de chercher ça sur Internet. Vous cherchez NAIRU. C'est un acronyme, ce sont des initiales qui veulent dire taux
taux d'inflation minimum de façon à ce qu'il n'y ait pas de taux de chômage minimum de façon à ce qu'il n'y ait pas de chômage. Inflation. Je me mélange les crayons. C'est d'un cynisme éhonté. C'est-à-dire que les Japonais, ils sont tellement dociles déjà au naturel que c'est pas la peine de leur coller un gros taux de chômage. On va les faire bosser, on va leur mettre 1% de Nehru. Ça suffit. Avec 1%, ils ne réclament pas de salaire et on n'a pas d'inflation. Par contre, les Français, c'est les emmerdeurs. Alors, eux, on va leur coller un 9% de Nehru. C'est-à-dire que les gouvernements là qui passent à la télé tous les jours, que je regarde plus, mais je sais, je vois bien les extraits qui passent sur le net, qui prétendent qu'ils se battent contre le chômage, qui font tout pour le plein emploi, que mais monsieur, si vous nous laissez se dégrader la compétitivité, vous allez faire se dégrader les conditions du chômage. Ces gars-là, ils vous le disent pas, mais ils ont une feuille de route qui met le taux minimum à 9%. Des millions de chômeurs, minimum. Eh bien, ça, c'est compatible, si vous voulez, j'y retrouve le même génome, c'est l'OCDE qui publie les Nehru, ça c'est vraiment des organes très officiels, c'est pas du tout caché, vous pouvez aller vérifier, vous verrez, ils s'en cachent pas. Je trouve le même génome que ce que je trouve dans l'Union Européenne quand elle dit la seule lutte de la Banque Centrale Européenne, c'est la lutte contre l'inflation. Évidemment, s'ils avaient écrit dans les institutions européennes, l'unique mission de la Banque Centrale Européenne, c'est de garantir aux riches qui vont avoir un bon chômage pour préserver des bas salaires, on ne les aurait pas laissés faire. Enfin, je pense qu'on aurait été plus nombreux à résister. Mais ils sont pas bêtes, ils disent pas ça comme ça. Et donc c'est pour ça que c'est notre boulot entre nous de nous expliquer les choses. Une fois qu'on comprend, il y en a un qui a compris, il passe le mot à l'autre, qui passe le mot à l'autre. Normalement, si on se contente pas d'avoir... Le problème, c'est que souvent, on se contente d'avoir compris et on n'est pas assez militant. Enfin, je ne dis pas ça de vous, je sais pas comment vous êtes, mais si on était chacun militant et capable de fabriquer des militants, eh ben, on aurait réglé nos problèmes depuis longtemps. Et ce qu'il y a, c'est qu'on ne se passe pas le mot assez. Mais en tout cas, toujours est-il que les institutions européennes, par l'indépendance de la Banque centrale, c'est-à-dire que vous ne pourrez plus y toucher, et sa mission exclusive contre l'inflation, c'est-à-dire pour le chômage, les institutions européennes nous condamnent, c'est quand même incroyable, à un chômage de masse. Alors, ça me paraît déjà gravissime. Je vois pas comment, enfin bon, alors les copains me disent, les copains qui veulent rester, ils me disent, mais on changera. On changera les traités c'est fait pour être changé. Alors, vous regardez le dernier, alors je l'ai mis en dernier, mais j'aurais peut-être dû le mettre en premier. Le dernier grief contre les institutions européennes, en tout cas un des derniers, je ne sais plus si c'est le dernier, c'est les procédures de révision. Ce sont des traités qui prévoient qu'on peut changer, on peut changer les institutions. Il y a deux procédures, une procédure ordinaire et une procédure simplifiée. Simplifiée, ça veut dire sans vous. Simplifié, ça veut dire qu'on ne vous demandera pas votre avis, il n'y aura pas de référendum. Voilà. Simplifié, ça veut dire que quand vous avez dit oui à ces institutions à révision simplifiée, vous avez fait un chèque en blanc parce que les gars qui sont au pouvoir là, que vous avez mis au pouvoir, ils vont pouvoir changer les règles sans vous. C'est ça, les simplifiés, puisque c'est sans référendum. Et si vous regardez la procédure ordinaire, la procédure normale de révision, celle dans laquelle il y a des référendums dans les pays qui organisent le référendum, parce que tous les pays n'acceptent pas le référendum. En Allemagne, ils n'ont pas le référendum. En Belgique non plus. Mais au moins, il y a un parlement, enfin, il y a des procédures représentatives. Enfin. Mais dans cette procédure ordinaire, donc vous savez qu'on est 27, et qu'il faut 3 fois 27 unanimités. Donc il faut 3 unanimités à 27 pour arriver au bout de la révision, pour changer une virgule. Ça n'arrivera pas. Ceux qui ont voulu les institutions et qui les ont financées, ils ne vont pas vous laisser les changer comme ça. Ils ne vont pas nous laisser les changer. Enfin, je pense qu'on devrait garder en tête, en mémoire, en permanence, ces conditions de révision
drastique, en fait bloquante quand on est 27. Encore quand on est 8, 10 ou 15 ça commence à être, mais 27, il suffit qu'il y en ait un qui se mette en travers, il bloque tout. Donc, première règle épouvantable, les institutions européennes nous condamnent à un chômage de masse. Deuxième règle effrayante, je vous en parlais un petit peu, on peut en reparler encore un peu. Les institutions européennes nous mettent dans les pattes, nous mettent sous la tutelle, nous mettent sous la dictature des marchés financiers, en renonçant à la création monétaire et en nous imposant de payer un intérêt non nécessaire et ruineux sur toutes les dépenses publiques qui nécessitent un crédit. Alors, on en a parlé un petit peu, je récapitule. En France, avant 1973, quand l'État avait besoin d'argent pour financer un hôpital, une centrale, une voie ferrée, et s'il a les impôts, il payait avec les impôts, pas de problème. S'il n'a pas assez avec les impôts, il faut qu'il emprunte, et puis qu'il rembourse ensuite avec les impôts sur plusieurs années, comme n'importe qui. Et il avait, avant 1973, la possibilité d'emprunter auprès de sa banque centrale. Chaque citoyen devrait comprendre ce que je dis là. Il faut comprendre ce que je dis là. Alors, je pense que vous avez déjà travaillé la question, mais si vous ne le savez pas, c'est important de savoir. L'État, avant 1973, pouvait, en France, emprunter auprès de sa banque centrale. J'ai pas assez d'argent pour faire ma voie ferrée, je vais voir ma banque centrale. La banque centrale, c'est moi. C'est moi, État. Je suis, moi, corps social des Français. Je me suis organisé en État et j'ai une banque centrale. Et la banque centrale, c'est moi. C'est les mêmes comptes que les comptes de la nation. Et quand je demande à la banque centrale, j'ai besoin de 100 milliards pour construire cet hôpital, je lui demande 100 milliards, elle me les crée comme une banque, comme je vous disais tout à l'heure. Elle est capable, la banque centrale est capable, puisqu'elle est banque, elle peut créer la monnaie dont nous avons besoin. C'est génial cette idée-là. C'est une idée géniale, il ne faut pas y renoncer. Il ne faut pas renoncer à la création monétaire à l'occasion du crédit, c'est une bonne idée ça. Simplement, ce qui est contestable, c'est que ce soit des acteurs privés qui aient ce droit, il ne faut pas qu'il l'ait du tout. Maurice Allais, La crise mondiale aujourd'hui, celui-là vous ne le trouverez pas en tant que bouquin, parce qu'il est épuisé, mais je l'ai mis, c'est lui qui m'a dit, je lui ai demandé, il m'a dit oui. J'ai mis ce texte c'était 3 articles du Figaro au départ. C'est écrit gros, c'est pas très long à lire. C'est écrit gros et très aéré, donc c'est facile à lire. Et c'est un texte important celui-là, La crise mondiale d'aujourd'hui, de Maurice Allais. Un livre important, que vous trouvez sur le site. Dans ce texte, et il n'est pas le seul, Maurice vitupère les banques privées qui créent la monnaie. C'est une catastrophe que les banques privées créent la monnaie. Donc, avant 1973, l'État pouvait emprunter auprès de sa banque centrale, disant j'ai besoin de 100 milliards, la banque lui crée 100 milliards, les 100 milliards viennent sur les caisses, je dépense mes 100 milliards, je construis mon hôpital, et je le rembourse sur 20 ans, je rembourse 100 milliards. Bon, actualisé avec les monnaies la monnaie de l'époque, mais je rembourse 100 milliards en euros constants. J'avais besoin de 100 milliards, ça m'a coûté 100 milliards. En 1973, Pompidou a dit pas d'adjat. Ça marche plus comme ça. C'est trop facile. C'est trop facile. Non. Maintenant, quand l'État a besoin d'argent, il ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale. C'est fini. Ça, c'est fini. C'est interdit. Interdit. Donc, ça veut dire que l'État s'interdit à lui-même. Enfin, soyons plus précis. Un représentant de l'État interdit à l'État un groupe de représentants, entre guillemets, parce que là, moi, je commence à douter que ce soit nos représentants, parce que je ne comprends pas l'intérêt. Pour l'intérêt général, je ne comprends pas l'avantage qu'il y a à renoncer à ça. Parce que vous allez voir que la situation, c'est ce qui se passe aujourd'hui, quand on parle de marché financier, c'est le résultat. Je ne comprends pas les arguments qui permettent de justifier une saloperie pareille. Pompidou, Giscard, ont dit, en 1973, à partir de maintenant, quand l'État a besoin d'argent, il ne peut plus emprunter auprès de sa banque centrale, il emprunte auprès des marchés financiers. C'est quoi? J'ai déjà entendu ce mot-là quelque part ces temps-ci. Des marchés financiers. Voilà, il emprunte auprès des gens, et c'est qui ça? Les marchés financiers, c'est ceux qui ont de l'argent.
Mais souvent des banques, beaucoup. Et puis, ceux qui ont beaucoup d'argent.